travaillé comme bagagiste à la grande gare routière d'Adjamé, Oui. malgré sa maîtrise en sciences économiques. Mais la maîtrise, elle s'occupe d'elle-même dans les tiroirs. Il ne peut pas, sa maîtrise ne peut pas lui apporter à manger pour l'instant, puisqu'il ne peut pas la convertir en emploi. Donc il est bien obligé de faire ce qu'il trouve, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est un peu cela, c'est la difficulté, la vie qui s'acharne contre cet orphelin. Après lui avoir pris ses parents, lui avoir arraché son dernier parent, il faut qu'il se retrouve dans une difficulté, dans cette difficulté terrible-là, et qu'il ait vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. La vie est très dure avec lui. Et donc c'est dans l'exercice de cette activité qu'il rencontre sa bienfaitrice, on dira ça, Madame Anderson, donc une jeune femme qui est épatée déjà par son niveau de langage et par ses bonnes manières, qui l'interroge, il lui explique sa petite histoire et elle décide de l'embaucher. Ben oui, parce que Madame Anderson est une personne généreuse qui est caractérisée par une bonté d'âme. Et donc, elle voit un élément du décor qui n'a pas sa place là. Parce qu'elle voit Hervé, un personnage tout à fait poli, instruit, se retrouver en pleine gare routière d'Adjamé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes comme ça là-bas, mais il est en train de faire une activité qui n'est pas en rapport avec ses compétences. Et ça saute aux yeux. Hein, on ne peut pas cacher sa nature, ça saute aux yeux. Et elle veut corriger, elle veut apporter quelque chose et corriger cette injustice. Parce qu'il va lui raconter son histoire et elle va comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas été épargné par la vie. Elle veut poser un acte généreux. Elle l'emmène donc chez elle, enfin elle vit avec son fils et sa future bru, qui se révèle être son amour d'enfance, d'adolescence, je dirais, Clarisse Gapa. Alors là, on lui offre un emploi de jardinier, il est payé, on lui propose un salaire donc de 100 000 francs par mois, logé, nourri, blanchi. Enfin, je me demande si... Là, encore une fois, j'imagine que c'est assez romancé, hein, parce que les propositions pareilles ne courent pas les rues. Non, les propositions pareilles ne courent pas les rues, mais je me disais un peu en venant à cette émission que vous vous interrogeriez sur les différentes coïncidences qu'il y a dans la trame. Mais sans coïncidence, on ne fait pas de livre. Sans coïncidence, il n'y a même pas de vie. Vous prenez le fil conducteur de votre journée d'aujourd'hui, vous retirez toutes les coïncidences qu'il y a, il n'y a plus de journée. La vie est faite de coïncidences. C'est vrai que là, nous sommes en train de faire rêver, je l'ai dit dès le départ, je l'assume pleinement, nous vendons du rêve dans ce livre, je l'assume pleinement. Donc nous sommes en train de faire rêver les gens, mais ce sont des coïncidences, ce sont des éléments qui sont bien probables, ça arrive souvent. D'accord. Il reconnaît donc la future épouse du fils Anderson, qui est Clarisse. Oui. Il est tout de suite tenté de refuser cet emploi, mais il se rend compte qu'elle ne le reconnaît pas. Elle fait semblant de ne pas le reconnaître. Voilà. Et donc, lui croyant qu'il est un parfait étranger pour elle, il accepte finalement cette belle proposition qui arrive à point nommé après toutes les galères et les misères qu'il a vécues. Il faut dire que lorsqu'il retrouve Clarisse, parce que quand il rencontre la dame à la gare d'Adjamé, il se dit « Ah, la vie va peut-être m'épargner, enfin, elle va me sortir de cette souffrance », parce que c'est très pénible pour lui de se retrouver dans cette situation. Donc, quand il s'en va avec la dame, quand il va retrouver la dame, il se dit que c'est fini pour lui, la souffrance, pour un temps au moins. Et automatiquement, là, il retrouve cette diablesse-là, celle qui l'a fait souffrir dans le passé, et il se dit qu'il n'est pas possible, dans un premier temps, il se dit qu'il n'est pas possible qu'il reste dans la même maison que celle-là, sans avoir de problème. Mais bon, comme elle est perfide, comme elle est perverse, elle feint ne pas le reconnaître, et justement parce qu'il est naïf, il tombe dans le panneau, il se dit, bon, j'ai vraiment besoin de cet emploi, je n'ai rien d'autre véritablement à faire. Ben, pourquoi ne pas attendre, ne pas saisir la perche qu'on me tend? D'autant plus que cette jeune dame-là est quelqu'un qui a dû connaître tellement d'hommes que moi, qu'est-ce que je suis? Elle a certainement pu m'oublier. Je n'ai pas compté pour elle, donc il y en a eu beaucoup après moi. Voilà. Clarisse, qui aujourd'hui est médecin, qui a sa propre clinique, qui est fiancée donc au fils Anderson, qui est multimilliardaire. Ils sont censés se marier dans très peu de temps. Mais Hervé en est toujours amoureux.
Elle présente ses excuses, de plates excuses, insignifiantes selon moi, encore une fois. Je l'aime pas beaucoup, Clarisse, hein, vous l'aurez compris. Et donc, il se laisse aller encore une fois, il tombe dans son jeu. Elle lui fait croire qu'elle est amoureuse de lui, mais à la lecture du livre, en tout cas, comme je l'ai dit, je doute sincèrement des sentiments de Clarisse. Donc, pour moi, l'amour ne ressort pas dans son caractère, dans son comportement vis-à-vis d'Hervé. Je pense qu'elle est plus intéressée par ses qualités et ses prouesses d'étalon, parce qu'elle en fait encore une fois son objet sexuel. Puisque, bon, on ne vous l'a pas dit, de jardinier, il a une promotion, il est désormais chauffeur personnel de madame, avec augmentation de salaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils vivent une petite romance. Lui, il le vit comme l'amour de sa vie, enfin retrouvé, il est amoureux. Elle fait croire qu'il est amoureux. Alors, vous qui êtes l'auteur et qui connaissez mieux le personnage et ce qui se passe dans sa tête, est-ce que, à votre avis, enfin, en l'écrivant, vous décriviez Clarisse comme étant amoureuse de Hervé? Mais, lorsque on parcourt la troisième partie, au début de la troisième partie, on se rend compte, elle dit je me rends compte que je t'aime. La différence entre ce que Clarisse dit et ce qu'elle fait. Non, elle dit je me rends compte que je t'aime. Et il faut dire qu'elle est desservie par sa nature. C'est une personne qui est absolument antipathique, comme vous le dites, c'est vrai. Mais même quand on est antipathique, on peut avoir des bons sentiments parfois. Elle prétend avoir changé et elle explique que leur épisode passé était dû à sa nature d'enfant gâté, qui ne prenait rien au sérieux, mais qu'elle avait changé, mûri. L'avenir nous prouvera qu'il n'en était rien. Que c'était juste une ville menteuse. Le caractère est figé en elle. C'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est pervers. C'est quelqu'un qui a un esprit retors. Mais cette personne-là, à un moment donné, se rend compte qu'elle a fait du mal et qu'elle se retrouve réellement être amoureuse de la personne à qui elle a fait du mal. Cependant, quand bien même elle est amoureuse, elle n'en demeure pas moins Clarisse, la personne perverse qu'elle est. Donc même quand elle va manifester ses sentiments à son endroit, elle va les manifester avec ce qu'elle est, avec son caractère. Parce qu'on ne change pas en réalité dans la vie, on ne change pas. On peut avoir de meilleurs sentiments, mais on ne change pas. C'est sa nature. Elle peut faire du bien, elle peut décider de faire le bien maintenant, mais dans sa nature, comme elle est perverse, même quand elle va vouloir manifester de l'amour, elle va manifester de l'amour comme quelqu'un qui est pervers. Alors un matin, on ne dira pas tout dans le livre, mais en tout cas, elle réussit, après une folle nuit d'amour, à introduire... Encore une fois, il y a toujours le sexe qui est très présent dans sa vie. On a l'impression qu'elle ne vit que pour ça, et qu'elle ne voit en Monsieur Hervé qu'un étalon. Bon, elle réussit à introduire certains de ses bijoux dans sa chambre. Elle appelle la police en prétendant qu'un domestique lui a volé ses bijoux. Et là, on retrouve bien évidemment les bijoux dans la chambre d'Hervé qui est mis en prison. Et elle lui écrit une longue lettre désolée en disant « j'ai pas trouvé d'autre moyen pour t'éloigner de moi. Je t'aime tellement que si tu étais encore à côté de moi, je n'aurais pas eu le courage de me marier. » Moi, je dis foutaise. Est-ce qu'on a besoin de le mettre en prison pour ne pas se marier? Elle a certainement un problème psychologique. Voilà. Certainement. Donc ça fait partie du personnage. Elle a sa réalité. Voilà. C'est quelqu'un effectivement que nous avons voulu antipathique. Et je me rends compte à quel point nous avons réussi à le faire puisqu'elle vous est très antipathique. Je ne la supporte pas. L'oncle également ne manque pas de moyens. La preuve, il roule en grosse cylindrée. Une cylindrée. Il aide tout le monde. Tout le monde sauf son neveu. Donc ses largesses même vont au-delà de la famille restreinte et réduite. Il aide tout le monde, il a très bonne réputation. Mais quand il s'agit de Yardjouma, chaque fois d'ailleurs, vous le dites dans le livre, chaque fois que Yardjouma passe, il se met à se plaindre, à se lamenter en disant « je n'ai pas d'argent », ce qui n'est pas vrai. Pourquoi ce changement d'attitude, puisqu'il s'en occupait avant, pourquoi ce changement d'attitude face à Yardjouma? Parce que ce n'est pas expliqué dans le livre. Moi, je me suis dit peut-être que le père l'avait appelé pour lui demander de traiter son fils un peu sévèrement, mais le revirement de situation n'est pas vraiment expliqué dans le livre. Oui, bon, en fait, là, bon, comme c'est une science-fiction que nous décrivons, bon, je ne peux pas savoir les mobiles qui poussent l'oncle à agir de la sorte, mais c'est une interpellation, tout comme, c'est pour montrer vraiment que ce n'est pas aussi rose qu'on le pense, c'est ça le but, voilà.
Monsieur Koulibaly, ce qui ressort également de cette œuvre, ce sont les grandes qualités de Yarjuma, parce que malgré toutes les péripéties, toutes les tribulations qu'il traverse, nulle part il ne se met en colère. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, mais il reste poli, il reste gentil, notamment vis-à-vis de son père. Les occasions ne manquent pas de lui dire ses 4 vérités, mais il est toujours très très poli envers son père, même quand celui-ci dépasse manifestement les bornes. Il réussit à garder son sang-froid, il est très respectueux de la tradition et du respect qu'on doit aux aînés. Oui, justement, comme on l'a dit, c'est un peu ça aussi le livre. C'est aussi la culture Sénoufo dont je suis ici, c'est pour montrer le respect de la culture, de la tradition. Et l'enfant, en dépit des difficultés qu'il vivait, restait digne. Il se dit qu'il ne faut pas outrepasser les limites, il ne faut pas enfreindre, il ne faut pas gêner le père, accepter la sentence. C'est ça aussi. Chez nous, au pays Sénoufo, le respect de l'aîné est vraiment important. Donc c'est aussi ça que nous voulons montrer que la tradition, son respect est important. Voilà. Et il y a également le courage qui ressort parce qu'il traverse des moments très difficiles, mais chaque fois il réussit à s'en sortir à force de travail, à force d'abnégation. Il y a également ces traits de caractère-là qui ressortent chez notre héros. Justement, l'œuvre même est un hymne à la persévérance. Montrer que devant les difficultés, il faut pouvoir se surpasser, il faut pouvoir se surmonter et pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on se fixe. Montrer qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie à atteindre. Et il y a toujours des difficultés, mais qu'il faut pouvoir surmonter avec le temps, mais aussi avec une maîtrise de soi. Voilà. Il ne faut pas se laisser aller devant les difficultés. Voilà. Il faut pouvoir se maîtriser. C'est un peu ça aussi. Comme l'a réussi Yarjuma, le personnage principal. Il y a également l'amitié qui est traitée. Yarjuma qui rencontre un ami, qui ne le lâche pas, oui, qui part même au Canada, mais il reste toujours en contact au point où il utilise ses maigres ressources, oui, pour acheter des timbres, pour entretenir la correspondance avec son ami. Oui, justement, ici aussi, le personnage principal, c'est quelqu'un qui est beaucoup amical, qui développe le relationnel. Et c'est ce qui aussi lui a valu sa chance dans la vie. Et ça lui a permis de contracter beaucoup d'amitié, beaucoup de camaraderie qui lui ont permis aussi de passer facilement ces périodes difficiles-là. Voilà. Aussi montrer l'importance de l'amitié, l'importance des soutiens externes. Voilà. Pour dire que de par la façon d'un être de vivre même, il peut surmonter certaines difficultés. Voilà. En étant un homme docile, sociable, il a pu se faire des contacts. Je pense que plus tard, il a été dit qu'il a pu s'offrir un emploi par ce canal-là. Voilà. Le fait de sa maîtrise de soi, de sa bonté, son relationnel a pu s'insérer dans la vie professionnelle. À une période où c'était effectivement difficile, en période de guerre, comme c'est mentionné dans l'œuvre. Moi, j'aimerais qu'on revienne encore sur le côté de la polygamie et notamment le calvaire de ces femmes-là qui se retrouvent délaissées au profit d'épouses plus jeunes. Oui. La mère d'Arjuma est un parfait exemple de cette situation déplorable. Oui. Cette pauvre femme donc perd tout, en tout cas matériellement parlant. À un moment, elle est même chassée du domicile conjugal. Elle se retrouve à dormir sur les tables de marché. Son fils veut bien lui venir en aide, mais il se retrouve impuissant. Donc il y a là le calvaire de ces femmes-là. Oui. Oui, justement, c'est aussi une partie de l'ouvrage. C'est toujours les difficultés de la vie en polygamie et les vicissitudes liées à la vie en polygamie. Et la dame vivait des moments difficiles. Et comme je le disais, c'était le désamour. Une fois que le désamour s'installe, bon, c'est ça, c'est plus comme avant, bon, voilà, c'est un peu ça. Et comme on le dit, là, c'est un peu dans la tradition, c'est pas comme dans le modernisme où rapidement on dit, bon, nous allons divorcer, bon, là, souvent, on est basé sur le mariage de famille, c'est des arrangements, donc ça arrange. Et quel est le recours de la femme à ce moment-là, dans la tradition en tout cas? Comment, quel espoir lui reste-t-il? Oui, ici, on a dit qu'elle elle était obligée de demander pardon, voilà, qu'elle ne soit pas en tort. Voilà, elle allait voir certaines personnes, des personnes âgées, comme c'est le cas souvent dans la tradition. Alors qu'elle n'est pas en tort, c'est le monsieur qui est clairement en tort, mais elle se retrouve à demander pardon pour une faute qu'elle n'a pas commise. Oui, justement, comme on dit dans la tradition, le plus souvent, l'homme, c'est
le plus fort. Donc la dame doit être soumise, donc elle doit demander pardon. La dame a toujours tort, hein, c'est un peu comme ça dans la tradition. La position du père vis-à-vis de ces pratiques qui sont faites contre une épouse, est-ce qu'il ne voit pas, est-ce qu'il est aveugle face à tous ces sorts, à tous ces fétiches, ou tout simplement il voit bien mais il décide de garder le silence? Quel est le rôle du père vis-à-vis de cela? Bon, je crois que dans le livre, on n'a pas abordé cet aspect, mais évidemment, comme je le dis, hein, c'est une situation, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. C'est la polygamie, je dirais, qui a suscité tous ces problèmes. Donc c'est ça, conscientiser les gens sur la difficulté liée à la polygamie. Mais dans ce cas-là, dans le livre, le père Wonsori est un père particulièrement irresponsable. Bon, peut-être que le terme que vous dites, c'est ça, il fuit ses responsabilités. Voilà, puisqu'on a dit un peu dedans, c'est ça aussi, la fuite de responsabilité de certains parents vis-à-vis de ce qu'ils doivent faire. C'est aussi ça l'œuvre. Voilà, interpeller les gens. Yannick Kaka, bonsoir. Bonsoir, Ida. Auteur de cette œuvre, Le pouvoir de la vanité. Effectivement. C'est bien ça. Alors, c'est une œuvre écrite dans un style particulier, Oui. Le Nzassa, Oui. inventé, je dirais, et valorisé par Jean-Marie Adiafi. C'est lui le créateur du Nzassa. Oui, et j'essaie de suivre cette trace parce que c'est le style que j'ai trouvé approprié pour exprimer les différentes thématiques de mon livre. Voilà. Alors le Nzassa, pour ceux qui l'ignorent, c'est un mélange de plusieurs styles d'écriture. De plusieurs genres littéraires. Alors je définis d'abord le Nzassa comme, de manière littérale, comme un assemblage de morceaux qui fait un pagne. Alors le Nzassa, selon Jean-Marie Adiafi, c'est l'assemblage aussi de plusieurs genres littéraires, c'est le genre sans genre. Le Nzassa aussi est un style d'écriture. Il l'utilise pour véhiculer son message sans tabou, avec une virulence bien particulière. Et il le dit, selon l'émotion, je choisis l'idée qu'il faut pour exprimer ce que je veux dans mon rapport érotique, esthétique avec l'écriture. Alors, pour pouvoir moi aussi exprimer ce que je pense de manière libre, parce que là, c'est aussi la liberté, j'ai choisi d'utiliser le style Nzassa. Alors, le Nzassa du maître, on dira ça comme ça, Jean-Marie Adiafi, c'était donc un peu de théâtre, un peu de poésie et un peu de récit. Oui, c'est ce qu'il a appelé la trilogie. Votre Nzassa à vous, c'est le récit et la poésie. Oui, dans cette œuvre, il y a le récit et la poésie. Dans les œuvres à venir, qui paraîtront cette année bien sûr, il y a le théâtre, il y a la poésie, il y a le récit. Très bien. Donc on va s'en tenir à celle-là, Le pouvoir de la liberté, cette œuvre déjà... Le pouvoir de la vanité. Voilà, Le pouvoir de la vanité. Alors c'est un recueil de nouvelles. Oui. Cette nouvelle que vous appelez livre, hein, 7 livres oui. dans un seul, et autour des mêmes thématiques, donc sexe, pouvoir, argent, oui. religion. C'est ce que j'ai appelé les vertus cardinales de la vanité. C'est dit, la vanité, c'est ce qui est éphémère, passager, oui. tout ce qui exprime la fragilité de la vie. Oui. Le pouvoir de la vanité exprime l'influence négative de cette vanité sur l'homme, oui. l'expression de sa soif d'immortalité dans une vie si fugace. Oui. En fait, c'est dommage. En fait, l'homme veut exprimer, l'homme qui est pourtant mortel, l'homme qui est pourtant passager, ce qui est contradictoire, veut exprimer une immortalité, son immortalité. Et c'est dommage que la pesanteur de cette vanité-là le pousse à adopter certains comportements qui... Immoraux. Voilà, immoraux. Donc c'est ce que je relève ici, la pesanteur de la vanité, c'est ce que j'ai appelé le pouvoir de la vanité, l'influence de cette vanité sur le comportement humain. Très bien, on va passer tout de suite au premier livre. D'accord. La femme ou la soutane. Oui. Déjà le titre est évocateur. Oui. Et après la lecture de ce premier livre, quand on est chrétien, on se demande est-ce qu'il faut aller plus loin? En fait, dans ce livre, j'ai voulu illustrer une citation de René Descartes qui est tellement réelle. Il dit: il n'est pas assez d'avoir l'esprit bon. Le principal, c'est de bien l'appliquer. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices et des plus grandes vertus. Ceux qui marchent fort lentement peuvent arriver davantage, à condition qu'ils ne suivent le droit chemin que font ceux qui courent et qui s'égarent. En fait, dans ce livre, je mets en exergue le spleen et l'idéal.
l'aspiration à la sainteté et la pesanteur de la vanité, de la tentation. Vous voyez? Alors, pour pouvoir illustrer, bien illustrer ce thème, je me suis dit que le domaine religieux est encore plus approprié et il met encore plus en exergue. Il y a plusieurs... En fait, le Nzassa, dans ce style Nzassa, je rapproche les contraires. D'abord, le titre, Le pouvoir de la vanité, c'est un titre oxymore, un peu rebelle, un peu anticonformiste, comme à l'époque de la Renaissance avec Vigny, avec Victor Hugo, avec Dumas, etc. Donc, je parle en même temps des contraires, c'est-à-dire la force et la faiblesse, le pouvoir et la vanité, la tragédie et la gloire, le déclin et, je veux dire, l'apogée, etc. La richesse et le dénuement, etc. Donc, c'est ce que je relève dans presque tous les livres. Très bien. Ce livre commence comme ça. Donc déjà, c'est Étrange confession. Étrange le titre du chapitre, je dirais. Effectivement. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Oui. Je suis sortie avec le copain de ma meilleure amie. J'ai commis 3 avortements avec 3 hommes différents. J'ai commis 3 avortements avec 3 hommes différents. J'ai consulté un marabout pour embouter Rodrigue, qui est mon voisin de quartier, parce que jeune cadre dynamique qu'il était, il a obtenu une promotion professionnelle. Et si je ne le faisais pas, ce seraient les autres filles sûrement qui le feraient. Je me suis battue avec la femme de mon ex parce que cette dernière était informée de nos relations clandestines. Je sors avec le mari de ma marraine qui est en même temps ma tutrice. J'ai en plus 4 autres amants qui sont tous mariés. J'ai couché avec un prêtre la veille de son ordination sacerdotale. À cause de cet acte, il a refusé d'être prêtre en me proposant le mariage. J'ai refusé de l'épouser parce que je l'aimais pour ce qu'il voulait devenir et non pour ce qu'il était. Il est devenu fou par la suite et il est présentement interné dans un hôpital psychiatrique. Le livre commence par une confession. Cette confession, elle est de Luciféria. Une jeune fille qui se présente donc au confessionnal déjà dans une tenue provocante, voire plus. Et déjà, le prêtre, il se laisse déjà aller à la tentation. Bon, le prêtre, il n'est pas tout de suite allé à la tentation, mais lorsque vous êtes un prêtre et vous incarnez des valeurs morales, une jeune fille aussi tentante se présente devant vous pour vous faire une confession. Une telle confession? Une telle confession. Alors, j'ai exprimé les réactions du corps du prêtre, les réactions métabolistiques de son corps, les réactions de son psychisme, les réactions, parce que lorsqu'on parle de tentation, lorsqu'on parle d'histoire, de prêtres, etc., c'est des histoires que certains auteurs ont déjà expliquées. Mais la différence ici, c'est la particularité de mettre en exergue les réactions du corps en brisant les tabous. Une telle femme se présente devant un prêtre, mais effectivement, il sera tenté. À quoi il peut penser? En plus, le prêtre l'invite à un déjeuner avec d'autres... oui, mais l'objectif du prêtre, au départ, ce n'était pas de céder à la tentation, c'était pour un suivi spirituel. Et là-bas, cette Luciféria a tenté un autre prêtre. Le père Herman Denan. Oui, le père Herman Denan. Et le prêtre n'a pas pu résister à la tentation. Il a tenté, lui aussi, de résister à cette tentation-là, mais tenté brièvement, on dira. Oui, tenté brièvement, ça a été au-delà de ses forces. Et il y a un poème qui l'illustre très bien, Fruit défendu, lorsqu'il était face à ce dilemme. Ça met en exergue le dilemme de la raison et de la chair. Vous voyez? Donc, il dit « Je ne suis qu'un homme ». Je ne suis qu'un homme. Un être limité par son humanité, aspirant au beau. En dépit de mes efforts pour marcher dans la probité, il m'est impossible de ne point chanceler. Alors, on va revenir un peu à la forme, encore à ces poésies qui apparaissent comme ça au détour d'une nouvelle. C'est très bien écrit. Moi, j'ai bien apprécié, moi qui ne suis pas fan à la base de poésie. C'est une poésie plutôt accessible et qui n'est pas en plus, n'est pas en sus. Elle vient apporter véritablement quelque chose à l'œuvre et on comprend là l'état d'esprit des différents protagonistes. Bien sûr, parce qu'au départ, j'exprime la dialectique des différents personnages, parce que d'abord j'exprime la dialectique des différents personnages, ensuite je fais sortir la moralité dans la poésie. À travers cette manière de procéder, je voudrais mettre en exergue le fait que la vérité est un rapport d'opposition, vous voyez, et à travers cette dialectique,
Je ressors maintenant la moralité.